Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en direct en ce jeudi pluvieux, gris et nuageux. Ma lumière est pas top. Toujours le problème. Et hop, si je fais comme ça, c'est un petit peu mieux. Hop là, alors je lance sur l'ordi pour ne rater aucun de vos commentaires. Tac. Et voilà. J'espère que vous allez bien. On est midi et comme tous les jeudis de midi à midi 20, on se retrouve en direct et on parle de deux sujets en particulier, les troubles du neurodéveloppement chez l'adulte, mais aussi de l'activité de psychologue libéral avec ce psychologue libéral en tant qu'entrepreneur. Est-ce que déjà, peut-être que vous avez des questions par rapport à la dernière fois ou par rapport peut-être à la conférence de hier? Salut Véronique. La conférence de hier qui a porté sur la question du diagnostic en psychologie, du diagnostic psychologique et ou neuropsychologique. Et on a évoqué lors de cette conférence cette question-là de définition sur le diagnostic. Qui posait diagnostic? Quelle est la différence entre un diagnostic psychologique et un diagnostic médical? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de diagnostic? Je veux dire, qu'est-ce que ça comporte concrètement? Quel est le contenu? Quels sont les outils? D'ailleurs, est-ce que le diagnostic est-ce que c'est un outil? Quelle est sa part? Quel est son rôle dans le processus de l'évolution de la personne? Tout ça, on en a parlé hier lors de la webconférence avec Sébastien. C'était gratuit, je vous le rappelle, et ça fait partie des 22 webconférences prévues en 2021. Si vous voulez revoir cette webconférence qui était en direct hier soir, mais pour laquelle vous n'avez pas forcément pu regarder, vous voyez, je vais vous remettre le lien là juste dans le chat pour que vous puissiez, eh bien, si vous en avez envie, regarder ou revoir, si vous avez envie aussi, cette conférence. Hop, je vais la copier en commentaire. Vous avez simplement à vous inscrire, choisir la date qui vous convient le mieux pour voir la webconférence. Et puis c'est parti. Puis vous pouvez toujours mettre des commentaires dans le chat. Nous, on y répondra ou directement, si vous préférez, nous faire un mail auquel on répondra aussi. Alors, tac, dupliquer. Vous pourrez retrouver aussi le lien pour accéder à la webconférence sur la page Facebook. Je l'ai mis hier soir, juste après qu'on ait eu fini de faire cette webconférence. Alors, bonjour à tous ceux qui arrivent. Il est 11h59 et tous les jeudis à midi jusqu'à midi 20, on est en direct pour parler des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte et du psychologue libéral en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la dernière fois? Et bonjour aux nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont revenues, des choses qui vous ont interpellé par rapport à jeudi dernier ou par rapport par exemple au live d'hier qu'on a fait avec Sébastien? C'est tout à fait possible aussi de répondre à des questions ici dans ce live du jeudi. Alors n'hésitez pas, je suis en train de copier le lien qui vous permettra, si vous en avez envie, de regarder le replay de la webconférence de hier. Je vous rappelle que c'est entièrement gratuit. Hop, donc si vous êtes un petit peu intéressé, voilà, normalement, il est en commentaire. Le diagnostic psychologique, neuropsychologique, c'est quoi? C'était le thème de la conférence d'hier. Donc je vous le rappelle, il y a 22 conférences programmées en 2021, 11 qui traitent des sujets sur le psychologue en tant qu'entrepreneur lorsqu'il est en libéral, et l'autre sujet, où il y a encore 11 conférences, c'est les troubles du neurodéveloppement sur l'adulte, mais aussi aux autres âges de la vie, dans le sens où Sébastien va aussi venir sur ces conférences-là. Donc ça nous permettra de faire les TND à tous les âges de la vie. Vous avez aussi le programme sur la page Facebook et vous pourrez ainsi, ou dans l'onglet, vous savez, événements de la page Facebook de Genepsi, vous pouvez comme ça mettre dans votre agenda, si vous voulez, eh bien, toutes les webconf pour n'en rater aucune. Toutes gratuites, les 22, sans exception, et ça dure 1h30 avec un temps d'échange au début et à la fin. Au milieu, on vous présente généralement soit le Genepsi Lab, soit le programme de supervision illimitée pendant une dizaine de minutes. Mais entre les deux, on vous présente le contenu en lien avec la thématique de la conférence. Alors, je vois que vous continuez d'arriver. Merci d'être là. Merci à tous. Véronique, tu dis, hier, je n'ai pas eu le lien pour assister à la web. Donc, tu vois, je l'ai remis. Voilà, normalement, tout marche.
Salut Lisa, je suis super contente de te voir ici dans le live. J'espère que tu vas bien. Euh, Véronique, ouais, voilà, donc le lien est là. Et puis, j'étais en train de... Hop, et voilà. Ouais, nickel. Donc tout est dans les commentaires pour le replay. Cette fameuse question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui. Le lien nous demande de nous inscrire, c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. En fait, avec ce lien-là, tu choisis la date qui te convient le mieux et puis l'heure qui te convient le mieux. Et ensuite, tu valides et à l'heure et à la date que tu as prévu, programmée, tu recevras un mail qui te donne le lien pour accéder au replay. Actuellement, c'est comme ça, c'est pas dit que que ça puisse évoluer. Alors, par contre, ce que je peux faire, si vous voulez, si ça peut vous arranger, c'est configurer le replay de façon à ce que vous puissiez voir la conférence dans les 15 minutes qui suivent. Je vais le faire pour voir. Donc, c'est-à-dire que hop, vous vous inscrivez et vous mettez que vous voulez voir la conférence dans 15 minutes. Donc, comme ça vous permet aussi, si vous êtes dispo à l'instant T, de pouvoir la voir tout de suite. Je vais faire cette config là, ça va me prendre que quelques secondes. Salut Caroline, mais de rien, je suis là aussi pour expliquer. Et on ne veut pas toujours des trucs qui sont facilement compréhensibles, donc il n'y a aucun souci pour réexpliquer et aussi pour faire évoluer la façon dont on procède pour que ce soit au mieux pour vous tous. Hein. Hop, webinaire de dernière minute. Hop, continuer, enregistrer. Donc là maintenant, si j'actualise quand vous êtes sur le lien pour faire le replay diagnostic psychologique, c'est quoi? Vous pouvez choisir la date d'aujourd'hui, donc le 28 janvier. Et au niveau de l'horaire, vous voyez, je peux choisir midi 15. Donc ça veut dire qu'à midi 15, vous pouvez directement regarder aujourd'hui la webconf ou alors à 14h ou alors à 20h. Vous me direz si ça passe, si vous arrivez à trouver un moment pour voir le replay ou pas du tout. On pourra vraiment en reparler. Hello Daphné, hello à tous. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Avant que je lance un sujet qui va me venir à l'esprit, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez, la dernière fois on a parlé des demandes, quels étaient le type de demandes qui vous arrivent quand vous êtes en libéral? Est-ce que c'est des demandes spécifiques au TND avec des personnes qui vont vous évoquer, vous présenter des signes évocateurs d'un trouble du neurodéveloppement? Ou est-ce que vous avez des demandes qui sont, disons, un petit peu plus larges, qui ne concernent pas forcément que les TND, et après c'est vous qui faites le tri, ou pas d'ailleurs, pour voir si vous prenez, si vous réorientez, ou si effectivement vous faites le bilan. Donc on avait parlé de ça. Je vous avais expliqué que pour ma part, j'avais des demandes très très spécifiquement orientées vers troubles du neurodéveloppement, notamment TSA avec DIL, déficience intellectuelle légère, ou sans déficience, voire parfois HPI. Et aussi des demandes en lien avec le TDAH de l'adulte, l'éthique, le syndrome de Gilles de la Tourette. Voilà, c'est vraiment les choses a priori pour lesquelles on me consulte. Ou si ce n'est pas exactement ça, Pascal, là, vous savez, notre assistante, va filtrer aussi et réorienter, voire même en amont qu'ils me voient pour ne pas leur faire perdre de temps et pour les envoyer directement chez des personnes qui sont bien plus compétentes que nous pour leurs problématiques. Donc voilà, nous, ça marche comme ça ici. Est-ce que vous avez des retours encore par rapport à ça? Quel type de demande vous avez? Est-ce que les gens qui arrivent ont des demandes qui sont à chaque fois adaptées à vos compétences? Est-ce que vous avez structuré le processus dans lequel vont rentrer les futurs patients jusqu'aux premières consultations avec vous ou pas? Donc ça, c'était la thématique de la dernière fois. Les replays sont sur Facebook. Si vous voulez, vous pouvez les revoir. Lisa, tu dis, un sujet qui me vient, c'est comment continuer notre pratique si on passe tout en visio, à cause du Covid, et notamment si on continue à faire quelques épreuves psychométriques, et je vais regarder, hop, et non, c'est la fin du commentaire, et si on continue à faire quelques épreuves psychométriques. Alors, effectivement, comment vous organisez-vous les uns les autres dans ce contexte? Yes. Donc ici, à Genepsy, on est 4, donc il y a Sébastien, il y a Charlotte Rocher, il y a le docteur Oriana et moi-même. On est tous sur les troubles du neurodéveloppement, mais notre différence, c'est au niveau des âges. Donc, par exemple, moi, je fais que l'adulte, Charlotte, les ados, les adultes, et avec Oriana, elle se forme sur les tout petits, et Seb, il voit peu d'adultes. Pour la téléconsultation, ça dépend aussi quelle est votre pratique. Si vous faites des évaluations qui sont uniquement à visée diagnostique, sachant que les diagnostics des TND dans le processus, c'est clinique, la plupart du temps, par la téléconsultation, ça fonctionne. À partir du moment où vous avez des tests psychométriques standardisés,
typiquement les échelles de Wechsler, tant qu'elles ne vont pas être mises à jour, et une grosse mise à jour, hein, parce que je pense qu'il faut aussi revoir la standardisation, les normes et les groupes contrôle, etc. Tant qu'il n'y aura pas ça d'effectué par les éditeurs de tests, et ça va prendre énormément de temps, c'est faiblement possible de faire passer des épreuves psychométriques qui ne sont pas adaptées à une passation digitale. D'accord Donc là, c'est problématique. Le deuxième point, c'est que, comme vous avez vu, si vous êtes abonné à la page Facebook personnelle de Sébastien Enrade, ça s'appelle Sébastien Enrade TDAH, il est en train de faire une revue de littérature sur cette thématique exacte que tu demandes, Lisa, c'est la téléconsultation en psychologie. Et donc, il est en train de faire une revue de littérature, de voir s'il y a des papiers actuels, relativement récents, qui ont essayé d'évaluer la pertinence de notre pratique en téléconsultation. Donc ça, il est en train de le faire. Il publie régulièrement sur les différents articles qu'il a trouvés avant de proposer la synthèse de cette revue de littérature qui permettra d'avoir, alors c'est toujours pareil, c'est pas tout blanc, tout noir, mais au moins d'avoir une vision de où en est la recherche actuellement sur l'efficacité de la pratique en téléconsultation. Je pense que notamment pour ceux qui tendent vers la consultation de plus en plus, c'est très très important de faire une recherche, de savoir s'il y a des papiers qui vont aller évaluer cette pertinence, l'efficacité de notre pratique dans ce cadre-là qui est relativement nouveau. Lisa, tu ajoutes que une version avait été proposée du WISC lors du premier confinement. Oui, tu as raison. Il y avait une version du WISC. Est-ce que certains ont testé? Alors, je laisserai les gens répondre dans le chat. Est-ce que quelqu'un a testé la version du WISC digitale? Je ne parle pas des tablettes Apple, hein, d'accord? Je ne parle pas de la passation par tablette. Je parle de la passation par écran interposé. J'ai vu aussi, Lisa, le mail passer. Est-ce qu'il y en a ici, là, dans ceux qui sont dans le live ou en replay, qui ont vu, qui ont essayé de faire la passation du WISC en digital par écran interposé? Alors moi, j'ai pas essayé tout simplement parce que j'ai pas des personnes de cette tranche d'âge-là. Les filles non plus n'étaient pas encore installées quand ils ont lancé ce nouveau WISC. Donc, est-ce que dans le chat, là, dans ceux qui regardent, il y a quelqu'un qui a déjà essayé la passation digitale ou qui aurait des infos sur la standardisation, sur les stats, sur la façon de l'utiliser, comment est-ce qu'ils ont fait les normes dans le temps qu'il aurait été imparti, parce que je suppose qu'ils n'avaient pas anticipé le Covid. Donc, probablement que ça a été fait sur quelques mois tout au plus, mais encore une fois, ce sont que des suppositions, je ne sais pas. Ah tiens, Seb, tu sais, toi, comment ça a été réalisé, la passation par écran interposé du WISC? Quelles sont les études qui sont associées à ça? Quel dit le manuel? Tout ça. Par écran interposé, hein, pas par iPad. Alors Lisa, tu dis, désolé, j'ai fait un aparté qui n'intéresse pas tout le monde, parce que j'ai un petit com qui me dit que Pauline Brémond regarde. Pauline Brémond, tu regardes Maëva. Ok Lisa, je te laisse faire tes petites affaires, no problème. Donc là, Seb est arrivé sur le live, peut-être qu'il aura une réponse par rapport à ça, mais ceux qui auraient des informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein. L'idée, c'est aussi de s'entraider. Et j'avoue, Seb n'a aucune idée et on n'est pas plus avancé. Merci Sébastien Rad d'être passé dans ce live. Ok, donc si on continue sur la téléconsultation, donc je parlais de la revue de littérature de Sébastien où il publie régulièrement son avancée dans cet exercice de lecture et d'interprétation et de synthétisation des articles en anglais sur les papiers qui vont aller chercher, questionner la pertinence d'une pratique en téléconsultation à l'heure actuelle, les conditions sanitaires, etc., pour être finalement efficace par rapport à la demande de nos patients et donc respectueux des personnes qui nous consultent. Ça, c'est à venir. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question de Lisa. Il file en réunion. Ok, ça marche, Sébastien. Donc, comme tous les jours, pour ceux, je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Comme tous les jeudis de midi à midi 20, on parle des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte et on parle aussi de l'activité de psychologue en libéral en tant qu'entrepreneur. Je crois que j'ai changé de phrase, j'arrive jamais à la dire. En tant qu'entrepreneur. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans le chat que vous avez sur le côté ou en dessous et j'y réponds et j'en discute avec vous en direct.
Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait eu la conférence live gratuite hier soir où on a parlé du diagnostic en psychologie. C'est quoi, c'est comment, on a le droit, dans quel cadre ça rentre par rapport au diagnostic médical. Et si vous voulez revoir la webconférence qu'on a fait avec Seb hier soir, il y a le lien tout en haut dans les commentaires, mais je suis sûre que je peux vous le remettre là, bim, pour ceux qui ne l'auraient pas forcément vu tout à l'heure. Si vous avez envie de le revoir, le replay est gratuit aussi, évidemment. Et donc, je disais, si vous aviez des conférences, des questions par rapport à ce qu'on a pu dire hier, c'est aussi ici l'endroit où vous pouvez continuer d'y échanger, d'échanger à ce sujet-là avec moi, avec nous, tous ensemble, pour qu'on puisse continuer à échanger et toujours dans cette idée-là de voir les différentes opinions pour ensuite se forger notre propre opinion et faire évoluer nos pratiques. Donc, on parlait des tests et du fait qu'on soit confiné ou du moins, dans certains cas, plus forcément en mesure de recevoir les personnes. Il y a des psychologues qui continuent à recevoir les personnes, hein, et c'est OK. Il y en a d'autres qui, comme moi, en reçoivent beaucoup moins. Et je disais que par rapport à l'utilisation des tests de laboratoire, donc des tests psychométriques, tout va dépendre de la pratique, de quel est l'objectif de votre bilan. Si la question qu'on vous pose, si l'objectif du bilan, si pour répondre à la question que le patient vous pose, vous avez besoin de faire des entretiens cliniques, OK, ça peut se faire en téléconsulte. Si vous avez besoin de faire remplir des questionnaires, ça peut aussi se faire en digital, mais il y a certains tests qui ne le sont pas possibles, qui ne sont pas faits pour ça. Il faut vraiment se demander, est-ce que ces tests-là, et ça c'est une manière générale, hein, ce n'est pas que du fait du Covid, est-ce que ces tests-là me sont indispensables pour répondre à la question qu'on me pose? Est-ce que j'ai besoin d'eux pour répondre à la question qu'on me pose? Typiquement, si une personne me demande est-ce que j'ai un haut potentiel, je fais quelques raccourcis, hein, mais c'est pour bien saisir l'idée, est-ce que j'ai un haut potentiel? Pour répondre à la question, c'est une échelle de Wechsler. Donc là, à l'heure actuelle, on n'a pas les outils pour les Wechsler adultes pour le faire en digital par écran interposé, donc le patient doit venir au cabinet. Il doit venir au cabinet, donc là, c'est les règles d'hygiène qui sont prévues par c'est l'ARS ou l'OMS, je ne sais plus qui c'est qui donne les règles, mais en tout cas, il faut suivre les règles qu'on nous propose, impose, suggère pour la sécurité de tous. Et puis c'est tout, vous faites tremper vos cubes dans l'eau bouillante et puis ça les désinfecte. Je ne sais même pas si c'est la bonne méthode, hein, ça se trouve je dis une grosse connerie. Mais en tout cas, on désinfecte derrière. Sachant qu'avec la Wechsler, on ne peut pas forcément mettre la plaque, sauf si, vous savez, le paravent là en plexiglas, sauf s'il est plus haut. Et il y en a, j'ai vu certains, je crois c'est Pierre Leclef qui a fait un truc comme ça qui se met au-dessus et qui permet aux patients de se pencher sans forcément toucher le manuel, et vous pouvez le toucher par en dessous. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pourrais vous envoyer des photos si ça intéresse certaines personnes. Voilà, donc le test, oui, mais ça reste un outil, ça reste une possibilité pour vous aider à répondre à la question, et dans tous les cas, le test ne permet pas de conclure. D'accord ? Les résultats au test doivent être interprétés à la lumière de tous les autres éléments que vous avez retrouvés grâce aux entretiens cliniques avec la personne, grâce aux entretiens cliniques avec les proches, les collègues de la personne, les amis, s'il est adulte par exemple, et puis grâce aux questionnaires, aux échelles. Okay, tout ça doit être pris en compte. Et parfois, les résultats au test ne corroborent pas forcément la plainte. Ça reste intéressant, d'accord? Parce que par exemple, sur hypothèse TDAH, encore une fois par exemple, plainte en lien avec des problématiques attentionnelles, avec une attention qui est en dents de scie. Par contre, au test, il performe, ou je veux dire, il est dans les normes, dans les standards, ok? C'est pas forcément cohérent avec la plainte, cependant, ça ne veut pas dire que le patient, par exemple, ment, ou ça ne veut pas dire que la plainte n'est pas réaliste, d'accord? On peut discuter avec le patient de ses résultats dans les tests en lui expliquant que, ok, il y a cette plainte-là, qu'on l'a décrit lors d'entretiens cliniques de questionnaire, et qu'on peut discuter les résultats des tests avec lui pour voir qu'est-ce qu'il a pu mettre en place pour arriver à réaliser les tests qu'on lui a proposés, tout en connaissant, en ayant dans un coin de la tête, dans un gros coin de la tête, les limites qu'ont les tests de laboratoire, qu'est-ce qu'ils nous permettent de voir, mais qu'est-ce qu'ils nous permettent aussi de ne pas pouvoir conclure. Voilà, c'est toujours cet équilibre-là
entre ce que permet ou pas un outil. Mais c'est valable aussi pour l'entretien clinique, c'est valable pour les questionnaires, c'est valable pour tous les outils qui vont nous permettre de pouvoir conclure et répondre à la question qu'on nous pose. Lisa, tu dis, je pense que de toute façon, on aura des dérogations possibles et qu'ils ne vont pas fermer totalement les cabinets psy. On verra les recommandations de la FFPP ou du SNP. Oui, tout à fait. Par rapport à ça, moi, je suis plutôt dans une position, disons, attentiste, où j'attends de voir effectivement que Manu ou ses acolytes parlent et donnent des indications claires et précises sur ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Personnellement, j'ose espérer que tout ce qui va concerner les consultations, et dans consultation, je mets tout, les bilans, tout ce que vous voulez. En tout cas, le fait de pouvoir rencontrer un psychologue en libéral soit maintenu, même si soumis à dérogation ou documents spécifiques. J'espère quand même que les personnes pourront continuer à venir au cabinet si la téléconsultation n'est pas envisageable. Pour ma part, il y a tout un tas de personnes au cabinet qui n'aiment pas la téléconsulte, donc qui retardent le moment où ils vont être diagnostiqués. Donc il y a une perte de chance. Cette perte de chance, c'est pas le seul impact. Comme impact, il y a aussi le fait que ça va être toujours la même chose, un coût plus important pour la société, parce que les personnes qui ne sont pas diagnostiquées, notamment dans les troubles du neurodéveloppement, j'ai plus la stat en tête, mais de mémoire, parce que ça je le sais, parce que je suis en train d'écrire le bouquin, c'est entre 70 et 90% des personnes qui ont un TND diagnostic tardif ont une comorbidité psychiatrique. Donc, qui dit psychiatrique et évolution psychiatrique, ça peut vouloir dire aussi hospitalisation, etc. Donc, il y a un coût pour la personne, un coût psychologique, financier, pour la société aussi. Donc, les diagnostics, quand ils sont tardifs, ça entraîne tout un tas de problèmes. Donc, j'espère que les consultes présentielles seront maintenues pour les psys qui souhaitent consulter en présentiel. Là, moi, je ne vais pas m'avancer. Effectivement, apparemment, moi j'avais compris que c'était cette semaine qu'on devait avoir des réponses par rapport au gouvernement. Apparemment, c'est la semaine prochaine, donc j'avoue que je regarde très très peu les infos et que ce sont des proches à moi qui me font des petites synthèses régulièrement pour me tenir informée. Sinon, moi je suis capable de sortir dans la rue sans penser à faire une attestation de sortie. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres points sur lesquels vous voulez que j'insiste par rapport à cette question-là de l'utilisation des tests dans nos consultations à visée de bilan? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas claires? Est-ce qu'il y a des points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord? Je le répète, mais les opinions qui sont différentes de ce que je peux proposer m'intéressent énormément dans l'idée de pouvoir, moi j'aime bien dire, voir un autre côté de l'éléphant. Voilà, j'aime beaucoup discuter de ça, ça permet vraiment d'avoir cette ouverture et progresser tous ensemble. Morgane. C'est ma première visite aussi, c'est top. Merci Morgane, merci pour ton retour. Alors, tu es d'accord avec moi pour les outils, les entretiens, l'analyse clinique. Tu travailles avec des personnes âgées et tu rencontres souvent une angoisse de performance. Donc, les patients que tu vois ont souvent une angoisse de performance lors de la passation des tests. Est-ce qu'on a observé une baisse, une augmentation ou rien sur l'angoisse face au bilan neuropsy en visio? C'est une question très intéressante et la première chose qui me vient à l'esprit quand je te lis, Morgane, c'est que attention aux biais qu'on a. Ce que je veux dire, c'est que très facilement, à titre personnel, dans ma pratique, je pourrais dire il y a beaucoup d'autistes en France ou à l'étranger, parce qu'on reçoit aussi des francophones, parce que j'ai que ça dans mes consultations. Ouais, mais sauf que je suis spécialisée, ou du moins, je tends vers cette expertise sur l'autisme. Donc forcément, je vais recevoir beaucoup de personnes qui se posent cette question-là. Ça ne veut pas dire pour autant que la prévalence, elle augmente. Donc, effectivement, cliniquement, on peut essayer de mieux repérer une éventuelle angoisse, anxiété, stress, vous appelez ça comme vous voulez, par rapport à la passation de tests. Par rapport à la question du visio, et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas de stats, en fait, on n'a pas de chiffres, de données quantifiées pour attester d'une augmentation de l'anxiété des personnes qui nous consultent ou d'une baisse des personnes qui nous consultent. Je relis ta question. Face au bilan neuro en visio. Donc, on n'a pas de données, en fait. Donc là, c'est difficile. Il ne faut pas, je pense, se laisser avoir par le biais qu'on va avoir, sachant qu'on voit a priori uniquement des personnes qui vont pas bien. Et que c'est déjà difficile de déceler une anxiété résiduelle, disons consécutive d'un trouble primaire, d'accord, et ou d'un événement particulier dans la vie, et ou de la situation actuelle au niveau sanitaire, c'est déjà hyper complexe. Donc se dépatouiller là-dedans,
Ouais, c'est grosse mission. Ensuite, par rapport au bilan ou du moins aux consultations en visio, il faut préparer les gens, hein. Il faut préparer les gens dans le sens où les mails, alors moi c'est Pascal qui les fait, où elle prend rendez-vous, elle va expliquer toujours pourquoi on fait de la visio. Pour ma part, je vais privilégier la visio parce que j'ai des personnes dans mon entourage qui sont des personnes à grand risque si elles attrapent le Covid. Donc je vais limiter au maximum le contact avec d'autres êtres humains. Donc là c'est un choix personnel de ma part. D'autres personnes vont continuer à recevoir en présentiel. C'est chacun prend la décision en connaissance de cause et en fonction des aspects aussi personnels qu'elles vivent au quotidien. Par contre, si on reçoit les gens en présentiel ou en visio, on explique le truc. En visio parce que c'est préférable pour le psychologue, parce que là c'est possible. Voilà. Le tout c'est d'expliquer le processus et un petit peu pourquoi vous faites de cette façon-là. Et si vous les recevez, évidemment, je pense que la plupart des psychologues ont fait ça. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à échanger sur les groupes Facebook. Il y en a plein qui ont partagé leur affichette, qu'on envoie en systématique pour rappeler toutes les actions qu'on doit faire au niveau de la sécurité sanitaire. Se laver les mains, amener son truc pour se laver les mains, le masque, etc. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Pensez éventuellement à leur dire d'avoir 1 ou 2 masques de rechange au cas où il y ait des pleurs au cours de la consultation, parce qu'un masque, vous savez, humidifié ou en tout cas qui a été en contact avec des larmes ou des sécrétions, n'a plus utilité. Donc ça peut être intéressant aussi de leur demander d'apporter des masques de rechange ou d'en avoir, parce que j'ai cru comprendre que les pharmacies étaient censées, je dis bien censées, en donner aux psychologues qui en feraient la demande de manière gratuite. Donc voilà. Voilà pour ça. Il est 12h23. Sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. N'hésitez pas à noter des questions tout au long de la semaine sur un petit post-it pour qu'on en reparle jeudi prochain. Jeudi prochain, cette thématique TND chez l'adulte et le psychologue clinicien en libéral en tant je vais jamais y arriver. En tant qu'entrepreneur, on en parle jeudi prochain. Venez avec vos questions, votre bonne humeur. Ça sera encore un moment que je vais adorer, j'en suis sûre. J'adore être en live avec vous le jeudi. Je vous souhaite un très beau week-end. À très bientôt et à ce soir pour ceux qui seront sur la conférence HPI. Bye bye!